Nous nous retrouvons pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le Burkina Faso connaît ces derniers mois une hausse des prix de certains produits de grande consommation, notamment les céréales. Et quand on se fie aux chiffres de l'Institut national de la statistique et du développement INSD, on retient que l'augmentation moyenne des prix de ces produits était évaluée à 3,9% entre février, mars et mai 2021. Quelles sont les causes de la flambée des prix de ces denrées les plus consommées au Burkina Faso? Qu'est-ce que le ministère en charge du commerce fait pour juguler ce problème? Voilà en tout cas des questions que nous allons poser aux invités, sinon convoqués du jour. Et une fois n'est pas coutume, ce matin, le tribunal de l'actualité auditionne 2 invités. Nous avons sur ce plateau Moumouni Doulkom, directeur général de la réglementation et du contrôle des prix. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors nous sommes également avec Yacouba Bila, il est le coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. Bonjour et une fois de plus, merci d'être venu à cette convocation-là. Bonjour président. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler de la hausse des prix de certains produits de grande consommation. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. J'ai 2 avant-propos. Le premier avant-propos concerne un groupe sur le réseau social Facebook. Le groupe a pour nom Circulation de Ouaga. Donc, qui est aujourd'hui à 304 957 membres au moment où je parle, parce que je suis sur le groupe là, actuellement en train de les regarder. Qui a été fondé par Moumouni Koudougou, dit Mouni sur les réseaux sociaux, qui est un coach et également formateur en développement personnel. Le groupe a fait ses 1 an en juin, donc précisément le 21 juin dernier. Ce qu'il y a, c'est que c'est un groupe qui sensibilise sur la sécurité routière, qui sensibilise sur les bons exemples en matière de sécurité routière, qui dénonce également les mauvais exemples en matière de sécurité sur la circulation. Donc, comment est-ce que les gens circulent et qui donnent parfois, il y a des moments, je dis bien des cours de conduite ou bien des cours en matière de circulation qui sont donnés par certains spécialistes. Et le fondateur Mouni lui-même, il se connaît bien. Donc, j'ai dit, le réseau social, c'est un outil, c'est un instrument. Le contenu, c'est celui qui l'utilise, qui décide de mettre du contenu, d'en faire ce qu'il veut. Il y en a qui font du business, d'autres ont fait le choix de faire de la sensibilisation. Et donc, c'est un groupe qui a, je dis bien, ces milliers de membres dont j'ai fait cas, et qui avait, pour marquer effectivement les 1 an, réussi à rassembler un certain nombre de dons pour aller faire d'ici et là. Ce qui est important, c'est que beaucoup de jeunes Burkinabés commencent à comprendre que à partir des réseaux sociaux, on peut également faire l'humanitaire autrement. On peut, comme on appelle ça, contribuer à éveiller les consciences autrement. Aujourd'hui, leur cheval de bataille, c'est que les Burkinabés acceptent porter leur ceinture dans les voitures, acceptent sortir avec les casques sur leur tête en circulation. Et ça, il y a des fruits parce qu'il y a des témoignages qui sont effectivement illustrés. Donc, c'est de féliciter le fondateur de ce groupe-là, féliciter également les administrateurs qui l'accompagnent et les encourager. Donc, c'est un coup de cœur que je fais ce matin. C'est un avant-propos de coup de cœur parce que ce qu'ils font, effectivement, de mon point de vue, c'est encouragé. Donc, je tenais effectivement à leur faire ce coup de cœur ce matin à leur endroit. Mon deuxième avant-propos, c'est Abdul Karim Sango qui reprend du service, cette fois-ci aux côtés du chef de l'État. Je crois que c'est le 2e ministre, après Bagoro, qui va s'occuper des questions juridiques. Lui va s'occuper des questions de la culture et des arts. Abdul Karim Sango, qui d'ailleurs n'est plus à présenter, et qui est devenu le président du Parent, mais c'est aussi l'ancien ministre de la Culture. Je pense également qu'il hérite d'un poste qui était vacant, parce que celui qui l'occupait est actuellement député à l'Assemblée nationale. Il s'agit du docteur Kourago, qui était à ce poste-là.
depuis que le président Roch-Marc Christian Kabore est arrivé au pouvoir. Donc, il a terminé comme député à l'Assemblée nationale. Donc, naturellement, il laisse un poste vacant entre gérer des questions de loi, contrôler l'action du gouvernement et puis travailler sur les questions d'impôts et consentir l'impôt, et revenir encore au Conseil, le chef de l'État, sur la culture, le tourisme, les arts. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, il fallait naturellement un remplaçant. Je dis bien parce que c'est un poste vacant qui est quand même, très important dans le développement des nations, la question de la culture. Donc, les grandes nations l'ont compris. Donc, c'est Sangwe qui remplace. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est quoi? C'est bon vent, qu'est-ce qu'on va dire? Le reste, c'est qu'il puisse mettre ses énergies et toute sa connaissance pour que la culture puisse occuper une place de choix au Burkina Faso. On en a réellement besoin pour contribuer à édifier notre démocratie. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci Président. Moi, j'aurais comme juge Bougba 2 avant-propos. Déjà, mon premier, c'est bien la journée d'hier et la convocation d'hier, parce que le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi et à 8h tapante, donc en direct. Maintenant, hier, on a été contraint de rediffuser, on va dire, une émission, mais qui avait tout l'intérêt de par le contenu à être revu, ça c'est clair. Mais à la réalité aussi, c'est que l'exercice auquel nous nous adonnons chaque matin n'est pas si facile, parce qu'il tient aussi de par les invités que nous avons, leur qualité, leur promptitude à venir, et puis aussi voilà, c'est un nombre d'éléments. Maintenant, hier, on avait bien voulu recevoir, c'était le 2e adjoint au maire de Madjouari, mais malheureusement, jusqu'à la dernière minute, malgré l'assurance qu'on l'aurait, on n'a pu le joindre, il n'était pas là. Et on a été obligé de parer au plus rapide. Et on s'excuse encore auprès des téléspectateurs parce que c'est la réalité aussi du métier que nous faisons et des émissions en direct que nous leur proposons. Et c'est clair que si on avait même 15 minutes, ceux qui ne viendraient pas avant même, on aurait toujours ce rendez-vous-là avec toujours un contenu à la hauteur comme ils le savent. Mais c'est la réalité de notre métier et ça nous montre aussi ce que c'est de façon très claire et encore des excuses. Deuxième avant-propos que moi j'avais, ça concerne l'Afrique du Sud. Il y a Jacob Zuma, l'ancien président, qui a rejoint la prison hier. Donc bien c'est ce matin, non c'est hier, parce que c'est à minuit que le dernier délai pour qu'il rejoigne la prison tombait, donc le deadline. Il devrait rejoindre la prison d'abord dimanche. C'était dimanche. Maintenant, au cas où cela n'était pas fait, la police lui réservait le droit jusqu'à mercredi minuit de l'y amener de force. C'est là où on sait des États où la justice elle est forte et où elle joue pleinement son rôle. On est en train de parler d'un ancien président. Il a été quand même président de ce pays-là de 2009 à 2009-2018, non? C'est ça? 2009-2018. Voilà, 9 ans. Il a été président de ce pays-là. C'est pas rien, c'est un monsieur qui est très puissant. Et voilà que pour des questions de corruption endémique lors de ses mandats, eh bien, il refuse de répondre devant la justice et certaines convocations, il n'y va pas. Donc, pour n'avoir pas accepté de coopérer, la Cour constitutionnelle a décidé de le condamner, je pense, pour 15 mois de prison ferme. Je pensais que c'était une plaisanterie. Mais si elle avait un goût amer, en tout cas, elle est en train d'en boire le calice aujourd'hui et on ne sait pas si ça sera jusqu'à la lie. Mais il a fait un recours. Normalement, c'est le 12 juillet, donc il disait qu'il avait le temps et c'est sûr que peut-être ils allaient surseoir l'envie de l'enfermer. Mais c'est une justice qui tourne. Et il y a même une police qui, au départ, s'était fondue dans un communiqué faisant croire que, bon, elle ne se sent pas vraiment concernée. Ça, c'est une affaire, il faut que la justice reste sur son affaire parce que c'est un ancien président. Mais il y a le ministre de la police, je pense que son nom, c'est un certain Célé, j'oublie son nom, ça va me revenir. Mais lui, il a été clair. Il dit qu'il ne va pas répondre devant la justice pour outrage, pour n'avoir pas exécuté un ordre de la justice. Et donc, sentant donc l'étau se resserrer sur lui, autour de lui, et avec ses partisans qui avaient fait le siège devant sa maison, il pensait que bon, on allait venir le chercher de façon musclée et que bon, il y aurait quelque chose. Mais jusqu'à 30 minutes avant minuit, mercredi, monsieur a compris que la justice, il ne faut pas s'amuser avec. Un long cortège est sorti de son domicile pour rejoindre la prison. Et ses services de communication sur Twitter ont informé que le président est en train de regagner la prison. Et comme c'est un État qui se respecte et où les institutions jouent pleinement leur rôle, la prison aussi a fait un tweet pour dire « Monsieur vient d'arriver ».
Et voilà tout qui se passe assez bien. Et les institutions, chacune est respectée. Et puis, on attendra peut-être le 12 juillet, puisqu'il a fait appel de la décision qui le concerne sur les 15 mois fermes. Peut-être qu'il ressortira, mais au moins, on aura retenu quelque chose. Fut-il ancien président, la loi, c'est la loi. Vous vous amusez à ne pas répondre et à ne pas coopérer. Voilà ce qui vous arrive. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture et surtout ces propos introductifs avant de rentrer dans le vif du sujet. Et je le disais, nous allons parler aujourd'hui de la flambée des prix de certains produits de grande consommation. C'est le sujet enrôlé. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau et à la barre deux invités. Moumouni Doulkoum, il est le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix. Nous avons également Yacouba Bila, coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. Messieurs, merci une fois de plus d'être venus à cette convocation-là. Et comme vous le savez, comme d'habitude, souvent on commence avec des sujets de généralité. L'actualité au niveau du ministère du Commerce, c'est ce projet-là de labelliser le poulet bicyclette. On se rappelle également qu'il y avait 4 produits du terroir qui avaient déjà été labellisés. Pour les citer, il y a le faso d'Anfani, il y a le chapeau de Saponé, on a le beurre de karité et les produits de cuir et peau de Kaya. Revenons au projet-là, le poulet bicyclette. Comment ça va se faire concrètement sur le terrain et qu'est-ce qu'on a comme avantage, M. Doulkoum? Merci, M. le Président. Il faut le dire que le poulet bicyclette que le ministère envisage en fait labelliser, c'est en quelque sorte pour faire la promotion des produits locaux. Voilà. Donc maintenant, comment ça va se faire concrètement? C'est en fait nous allons certainement tenter de déterminer en fait les critères qui vont pouvoir en fait permettre de désigner en fait bout de comment dirais-je qui vont permettre bien sûr d'identifier en fait ces types de poulets là. Voilà. Et par là nous pourrons en fait accroître en fait la part du marché en ce qui concerne ces poulets. Et concrètement, ça veut dire que les poulets de race ne seront plus sur le marché burkinabé, ou bien désormais le poulet bicyclette sera, je dirais, un label, un gage de qualité? Bien sûr, puisque je parlais tout de suite de la promotion des produits locaux. Voilà. Et si nous abandonnons nos habitudes de consommation et nous les remplaçons par des habitudes de consommation extérieure, vous voyez que ça porte un coup dur à nos produits locaux. Voilà. Quand on parle aujourd'hui de l'augmentation des prix de produits de grande consommation, c'est peut-être parce que nous dépendons un peu de l'extérieur. Donc c'est en quelque sorte une politique du ministère qui tente en fait à réduire en fait les effets de choc extérieur sur notre économie. D'accord. Monsieur le juge, nous sommes dans les questions de généralité. Juge Bougma. Oui, question de généralité liée à cette affaire de labellisation des poulets bicyclettes. Bon, je voudrais savoir comment ça va se passer parce que c'est pas le Burkina seul qui... Je ne sais pas comment ça va se passer techniquement, quoi. Sur quelle base on va se baser pour dire que ce poulet-là est labellisé, lui ne l'est pas. Ça va dépendre des conditions d'élevage, de la nourriture qui va être donnée. Et comment distinguer le poulet bicyclette burkinabé de celui du Mali ou du Niger? Comment est-ce que ça va se faire techniquement, quoi? Nous sommes toujours à l'étape de projet. Monsieur Bila. Merci, Président. Je pense que, comme il a si bien dit, actuellement, comme vous voyez, nous sommes inondés de poulets dits de chair. Alors, nous avons des habitudes de consommation qu'il faut garder. Alors, aujourd'hui, la labellisation va se faire de concert avec les acteurs. Comme on l'a fait pour les autres produits, il y aura un cahier de charges. Il sera défini de concert avec les acteurs qui va nous permettre de savoir comment identifier en fait le poulet bicyclette burkinabé. Et je pense que c'est de notre intérêt, de l'intérêt de notre culture, de l'intérêt de nos populations, de pouvoir en tout cas maintenir cette consommation que nous avons depuis des années et que actuellement on a parfois du mal en tout cas à faire la différence entre ce qui vient d'ailleurs et ce que nous produisons. Je pense qu'on a toujours été passif et on s'est toujours laissé imposer des modes de consommation. Et là, actuellement, il faut qu'on travaille en tout cas à garder en tout cas cet avantage que nous avons, ce poulet qui est bien prisé. D'accord.
Peut-être une autre question d'actualité. Vous le savez, depuis quelque temps, il y a un débat autour de la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso. Ce qui est pointé, sinon ce qui est avancé comme raison, c'est notamment la défaillance dans le contrôle. Pendant les travaux, on parle de questions de corruption. Il y a aussi la qualité des matériaux qui sont utilisés aujourd'hui sur les chantiers au niveau justement de la construction de ces bâtiments publics-là. Monsieur Bila, que répondez-vous justement à cela? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour contrôler les produits qui sont sur le marché burkinabé actuellement? Merci, Président. Alors, je vais d'abord dire que, effectivement, l'actualité de ces derniers jours, c'est effectivement la qualité, en tout cas, de certaines infrastructures qu'on lie à la qualité, en fait, des matériaux de construction, notamment le fer à béton. Alors, aujourd'hui, nous avons effectivement des fers de qualité moindre, effectivement, sur le marché, mais il faut dire que cela est dû, pour la plupart des cas, c'est dû à la fraude, à des importations frauduleuses de fer. Sinon, en principe, le dispositif qui est mis en place devrait permettre, en tout cas, d'avoir en tout cas du fer de qualité, parce que l'importation de ce fer-là est soumise à un certain nombre de procédures, dont un certificat national de conformité délivré par l'Agence burkinabé de la normalisation de la métrologie et de la qualité. Pour importer du fer au Burkina Faso, vous devez d'abord envoyer un échantillon, et cet échantillon doit faire l'objet d'analyse au niveau de la norme, et c'est grâce aux résultats d'analyse que on vous délivre une déclaration préalable d'importation, voilà, qui marque le début, en tout cas, de votre procédure d'importation. Malheureusement, on trouve effectivement du fer de moindre qualité, importé dans des conditions douteuses. Nous, au niveau du ministère, à travers la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, nous essayons en tout cas, à travers les différents contrôles sur le territoire national, en tout cas, de mettre la main en tout cas, sur ces commerçants véreux qui échappent en tout cas aux procédures d'importation. Oui, moi je vais aller peut-être beaucoup plus dans les généralités pour qu'on puisse peut-être déjà se comprendre, mieux vous comprendre et puis voir comment on évolue, parce que la question de la labellisation, bon, je fais peut-être une petite boutade. Avec votre ministre, on l'a vu labelliser même pendant la campagne. Aujourd'hui, on est dans les produits. Et moi, je veux comprendre. Le label, c'est vrai que on voit quelque chose qui est apposé sur un produit qui indique un certain nombre d'éléments. Bon, apposé aussi, vous voyez, dans le privé, c'est les marques. Maintenant, le label, ça, c'est celui qui incombe beaucoup plus au secteur, au public. Mais le caractère label, il y en a, je me dis qu'il y en a plusieurs, parce qu'on parle souvent d'appellation d'origine protégée, on parle quelquefois aussi de la question de la spécificité traditionnelle qui est garantie, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés. Quels sont les différents types? Et puis quand on parle par exemple du poulet, le label, ça concerne quoi? C'est une question de protection, c'est une question de garantie, de qualité. Qu'est-ce que ça renferme? C'est ce que je veux comprendre. Est-ce que c'est différent de ce qu'on a pour la labellisation au niveau du Dafani, du Faso Dafani? Ce que je veux comprendre, le label, dans ce que vous entrevoyez ici, c'est quoi? Quelles sont les différentes typologies? Dans quoi on est en train de rentrer pour ce qui concerne le poulet? Et pour certains produits qu'on a déjà connus, qu'est-ce que ça renferme? Alors, le label, c'est un moyen de promotion, en tout cas des produits locaux. Pour pouvoir promouvoir un produit, il faut pouvoir l'identifier. Alors, la labellisation permet d'authentifier. Je le disais tout à l'heure, il faut réunir un certain nombre d'éléments qui permettent de différencier le poulet bicyclette du Burkina Faso des poulets importés. Et c'est ça qui va faciliter la promotion, comme on l'a fait avec le Faso Dafani. Il y a des critères qui sont réunis, il y a un cahier des charges que les acteurs de concert avec l'administration ont produit, qui permet en tout cas de dire ce Faso Dafani, c'est le Faso Dafani du Burkina Faso, produit au Burkina Faso. Avec le poulet, avec le ministère de l'élevage et les acteurs et le ministère du commerce, il y aura un cahier des charges qui sera défini, qui va permettre de la production jusqu'à la commercialisation de pouvoir garder en fait toute la saveur du poulet local burkinabé et qui est différent du poulet de chair qui est importé. Alors, ma question,
ce n'est pas les conditions pour être labellisé. Mais lorsque vous êtes labellisé, quel est le but? Je m'explique. Quand on prend par exemple le débat qu'il y a actuellement avec la France et la Russie sur la question du champagne, on sait que pour l'appeler champagne, il faudrait que les raisins viennent de la région de France qui s'appelle la Champagne. Et aujourd'hui, il y a un débat parce que les Russes disent le champagne, eux, c'est eux qui le labellisent ainsi parce que c'est d'origine, je ne sais pas dans leur histoire d'où ça vient. Donc, si le vin champagne que les Français produisent ici, ça doit rentrer sur leur territoire, ils vont changer le nom. C'est un type de protection aussi que la France avait entrevu. Donc, je veux dire que quand vous labellisez, ça donne droit à quoi? Ça veut dire, par exemple, que quand je prends le cas du Faso d'Afani, ça veut dire que les motifs, parce qu'on a vu des saisies, nous, on n'a pas trop compris. Est-ce que c'est les motifs-là qui sont protégés? Ça veut dire que même si vous êtes tisseuse, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, au Ghana, parce qu'il y en a des tisseuses dans notre sous-région, ça veut dire que ce modèle, comment on appelle ça, ce motif-là, vous ne pouvez plus le faire. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Je parle de protection, ou bien c'est une question, dans certains cas, où c'est la question de garantie de qualité. Ça veut dire que tout le monde peut produire, mais c'est juste identifier que celui-là, il a suivi tel process, donc c'est le poulet bicyclette. Quelles sont les vocations des différents labels? Quand on prend Faso d'Afani, poulet, c'est quoi la vocation du label? Alors pour le poulet, c'est la garantie en fait de la qualité, de l'authenticité du poulet burkinabé qui est prisé. Alors pour le Faso d'Afani, effectivement, il y a plus de 400 motifs qui ont été protégés. Alors ça veut dire, il faut pouvoir reconnaître le Faso d'Afani burkinabé. 2, il faut protéger le travail de ces braves femmes parce qu'à un moment donné, on a constaté des imitations de ces motifs-là qui sont produits industriellement pour venir concurrencer en fait le travail des femmes ici. Donc au niveau du Faso d'Afani, on a protégé en fait les motifs, mais il y a un label aussi pour dire que si vous voyez ça, c'est le Faso d'Afani authentique Burkina Faso. Donc, quand je dis, moi, le terme protection m'intéresse. C'est pour ça que j'ai posé ces questions. Est-ce que ça veut dire, et je l'ai dit encore, il y a des tisseuses, vous allez prendre toute notre sous-région, tout le monde tisse un peu de la même façon. Voilà. Maintenant, les motifs diffèrent et il y a des petites différences. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, que la façon dont c'est protégé dans le motif, c'est-à-dire qu'une tisseuse ghanéenne, une tisseuse ivoirienne ne peut pas se permettre de produire ce même motif et puis venir le vendre. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Si ça rentre ici, c'est saisi. Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Ok, merci pour ces éclaircissements. Là, nous allons revenir au sujet qui est enrôlé pour la présente convocation. On parlait du hausse du prix de certains produits de grande consommation, notamment les céréales. Tantôt, on a donné un chiffre. Alors, quand on se fie aux données de l'Institut national de la statistique et du développement, on nous parle d'une hausse, d'une augmentation moyenne de 3,9% entre février, mai et mars 2021. Alors, M. Dolkoum, quelles sont aujourd'hui les raisons principales qui justifient cette augmentation de prix sur le marché? Merci, Président. Effectivement, courant 2020, depuis en fait l'apparition de la maladie, nous avons constaté en fait une augmentation progressive des prix des produits de grande consommation. Voilà, à travers nos relevés hebdomadaires des prix, je vous rappelle que chaque semaine, nous relevons les prix des produits de grande consommation et même des stocks. Voilà, et nous produisons un rapport régulièrement. Voilà, donc à travers ces enquêtes sur les prix, nous avons effectivement constaté une hausse progressive des produits de grande consommation, des prix des produits de grande consommation, notamment les céréales. Voilà. Le prix du maïs, par exemple, est passé a progressé de 27% quand on le compare en fait au prix moyen au premier semestre de l'année 2021. 27%. Voilà. Le taux donné par l'INSD, c'est un taux d'augmentation des prix d'une manière générale. Voilà. Ici, lorsque je prends l'exemple sur le maïs, ça c'est le cas typique, le cas du maïs. Le cas du sorgho, c'est passé ce taux est estimé à 17%. Quand vous prenez le sorgho blanc, c'est estimé à 17%. Voilà. Donc je disais, excusez-moi, je disais tantôt qu'en fait, nous l'avons constaté
lorsque la maladie a commencé au Burkina Faso. Voilà. Et quand nous avons donc essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, parce qu'on s'attendait déjà à ça, on s'est rendu compte qu'au niveau donc, du transport maritime, les prix sont passés du simple au quadruple, du simple en 2019 au quadruple en 2020-2021. Voilà. Donc, vous voyez ce qui peut arriver. Donc, cela, bien sûr, a entraîné l'augmentation des prix des produits de matières premières et qui s'est répercuté, bien sûr, sur les facteurs de production et ainsi sur les prix des produits de grande consommation à notre niveau. En ce qui concerne les céréales, il faut le dire, la situation sécuritaire dans notre pays a occasionné également en fait, des déplacements de population. Voilà. Certains n'ont pas pu récolter, certains d'autres n'ont pas pu cultiver. Cela aussi a joué en fait, sur la production. Voilà. À cela, il faut ajouter en fait, la spéculation que certains commerçants véreux mènent actuellement, mais malgré en fait, nos contrôles. Aussi, la porosité de nos frontières en fait, sont beaucoup plus favorables à la sortie des céréales, malgré l'interdiction, la suspension donc, des autorisations spéciales d'exportation. Voilà en fait, ce qui peut justifier en fait, cette augmentation des prix des produits de grande consommation. Alors, vous avez parlé un peu des causes. On a des effets exogènes. Vous avez parlé de la crise sanitaire. On a parlé de la situation sécuritaire. Mais sur la question de la spéculation, alors vous avez en charge de la question de la fraude et du contrôle des prix. Qu'est-ce qui est fait justement pour qu'il n'y ait pas de spéculation? Parce qu'en pareille situation et en situation de pénurie, il y a des commerçants, je dirais, indélicats qui veulent justement profiter de la situation. Merci. Depuis en fait le constat, et même bien avant ça, nous menons des contrôles. Voilà. Je dois vous rappeler qu'il y a un arrêté qui oblige les commerçants à déclarer leur lieu de stockage des produits qui sont en tout cas destinés à la vente. Donc, cet arrêté nous permet de mener des contrôles, en tout cas de mener des contrôles dans le sens de retrouver tous les magasins où il y a des produits stockés ou qui n'ont pas fait l'objet de déclaration à notre niveau. Voilà. Mais c'est quoi? C'est le contrôle qui est défaillant ou c'est quoi finalement le problème? Parce que malgré le contrôle, le problème persiste. C'est ce qu'on semble comprendre. Non, puisque je le disais tout de suite, j'ai cité les raisons exogènes, les raisons endogènes, les raisons exogènes. Les raisons exogènes, par exemple, on n'y peut rien. Mais les raisons endogènes, nous, à travers nos contrôles, nous avons pu atténuer en fait les effets donc, de ces augmentations-là sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Oui, mais ce que moi, le président dit qui pour moi est aussi intéressant, c'est que vous-même vous dites, à un moment donné, malgré votre contrôle, il y a des, comment on appelle ça, des commerçants véreux et tout. Mais vous savez, la nature est l'horreur du vide, ou je dirais pas forcément du vide dans l'absolu, mais du non occupé, partiellement. Je veux dire, parce que vous faites quand même un contrôle, quoi qu'on dise. Maintenant, ce qu'on remarque, dès qu'il y a un petit problème, il y a une fermeture de frontières, il y a, par exemple, avec Covid, une semaine après, alors qu'on connaît la question des stocks, les commerçants ne jouent jamais avec ça. Ils fonctionnent toujours avec des stocks importants au cas où. Et donc, ça veut dire que la question de la répercussion du prix ne doit pas se faire à l'instant. Mais ce qu'on remarque chez nous ici, c'est que dès qu'il y a une petite situation, tout flambe. Maintenant, c'est vous les contrôleurs des prix. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez expliquer ces choses-là. C'est une spéculation, mais si votre rôle, c'est pour qu'on n'ait pas ce genre de spéculation et qu'on a l'impression que c'est à votre corps défendant qu'on remarque, c'est parce que vous n'avez pas de moyens pour contrôler. Il faut renforcer un moyen humain ou un moyen, je ne sais pas moi. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous, on constate les répercussions de ces choses-là. Oui, allez-y, monsieur Okay, Villa. merci, Président. Pour compléter, je pense qu'il est important de revenir un peu sur le contexte. Voilà, et il a si bien dit, vous avez les facteurs exogènes, voilà, qui, depuis la pandémie, la Covid-19, on a effectivement constaté une augmentation des coûts des matières premières,
mais également du fret international. Alors, vous savez, cela se ressent à divers degrés sur les différents pays, et ça se ressent plus pour les pays qui sont sans littoral. Alors, au niveau national, effectivement, nous avons la crise sécuritaire qui a entraîné en fait l'abandon de certaines zones de production ou des zones où des gens n'ont pas pu récolter. Ils ont produit mais n'ont pas pu récolter. Alors donc cela aussi a un peu joué sur en tout cas la disponibilité de certains produits dans ces zones-là. Alors pour ce qui est fait à notre niveau, nous avons essayé d'apporter des solutions. Voilà, à ces différentes préoccupations. Alors, il y a eu des solutions conjoncturelles, comme il a si bien dit, il y a le contrôle des prix des produits de grande consommation. Le contrôle se fait. Et il y a des sanctions qui sont prononcées à l'encontre des commerçants. Nous avons des actions de communication à l'endroit des commerçants et des consommateurs, parce que là, il faut le dire, le contrôle se fait. Mais on ne peut pas placer un contrôleur à chaque point de rue. Voilà pourquoi on a toujours demandé la collaboration des consommateurs à travers la dénonciation. Il y a la distribution de plus de 30 000 tonnes de céréales à des déplacés internes par la SONAGES. Il y a aussi l'augmentation en fait, des boutiques témoins au niveau de la SONAGES. Maintenant, c'est que le gouvernement fait comme solution structurelle, parce qu'on ne va pas toujours rester dans le conjoncturel. Solution structurelle, c'est de développer l'industrie locale. Quand vous regardez, on est beaucoup plus dépendant de l'extérieur, et dès lors qu'il y a un petit mouvement de prix, une petite hausse de prix à l'international ou sur le fret, ça se ressent beaucoup dans le panier de la ménagère, parce que le panier de la ménagère est plein de produits importés. Voilà pourquoi nous essayons de développer l'industrie locale pour transformer au niveau local ce que nous produisons et promouvoir en tout cas la consommation de ces produits. En plus de cela, nous envisageons de renforcer davantage le contrôle. Voilà, c'est vrai, le contrôle, il est fait, et le juge l'a si bien dit, il est fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on renforce le contrôle et doter plus de moyens et aux structures de contrôle dans ce sens. Moi, je pense que est-ce qu'il n'y a pas être peut-être plus volontariste, plus piquant. Moi, j'aime bien quand on dit il faut que les populations aussi s'y mettent, parce qu'on ne peut pas mettre à chaque point de rue, on l'entend dans beaucoup de secteurs, pas seulement même dans la question du contrôle seulement des prix, dans beaucoup d'autres domaines de la vie, c'est ce qu'on entend. Mais dites-moi, je prends un seul exemple, la question de l'affichage des prix. Vous, dans votre quartier, vous connaissez bien les boutiques où on n'affiche pas les prix. Je veux dire quoi? C'est parce que c'est rentré dans c'est dans l'habitude. Et que malgré qu'il y ait des textes qui encadrent, tout le monde fait comme s'il ne voit pas. Mais c'est vous, votre rôle de faire respecter ça d'abord. Ça veut dire que s'il n'y a pas une vraie volonté, il n'y a pas après les textes des actes qui soient forts, bon, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a que le texte qui vient, et puis il y a la réalité qui continue. C'est de ça que je parle. Autant vous dites, le consommateur devrait interpeller, vous êtes le premier consommateur. Ça veut dire que si on va dans votre quartier, il ne devrait pas avoir de surface sans affichage. Mais je sais que à un moment donné, vous ne parlez plus. À ce niveau, je pense que chaque jour, il y a des contrôles, en tout cas, qui se font sur le terrain. Il faut aussi tenir compte en fait du comportement en fait de certains commerçants. Voilà, à l'arrivée au mois du contrôle, vous pouvez avoir des prix bien affichés, et peut-être après, voilà, il peut faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi on renforce davantage les contrôles pour pouvoir en tout cas plus de dissuasion et en tout cas arriver à faire respecter la réglementation. Juge Bougma. Sur effectivement la question de l'affichage des prix, ça c'est vrai, c'est très flagrant. Il n'y a que les alimentations et certaines boutiques, comme on les appelle, qui se sacrifient à ça. Vous rentrez, il n'y a pas de prix.
à telle enseigne que vous avez le courage de négocier le prix du savon ou de dire au boutiquier de faire barca sur le prix de l'huile. En alimentation, les prix sont affichés et tout, la loi d'ailleurs le permet. Donc effectivement, il y a une faiblesse à ce niveau. Alors que les anciens boutiquiers qui ne savaient pas aussi lire prenaient quelqu'un, un gamin, il dit bon, écoute, viens. Il écrit les prix et il ne peut pas afficher sur toutes les boîtes. Mais au moins, le rayon ou le petit cadran ou les bouteilles, les boîtes de lait ou les bouteilles d'huile sont, quand vous regardez sur la bannière de... j'oublie le terme technique là. Vous regardez, vous voyez le prix qui est affiché. Donc, vous savez que le prix de boîte, c'est ceci ou c'est ça. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas. Donc, moi, je voudrais une meilleure réponse par rapport à cela. La deuxième chose liée au contrôle aussi, c'est quand la saison des pluies finit et que les prix des céréales baissent, c'est la ruée vers les céréales stockées. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les prix flambent parce que c'est l'homme qui provoque ça. Donc, il y a ces magasins-là partout où c'est stocké. Pas seulement à Ouagadougou seulement. Pas seulement à Ouagadougou. Donc après, il y a aussi ce qui fait que les prix flambent. Donc à un moment donné, quelqu'un veut rentabiliser sur ce qu'il a effectivement, sur son investissement. Alors, le contrôle qui a commencé, parce qu'il y a une brigade mobile effectivement qui a été installée. Quel est le point de cette brigade-là par rapport à ces questions? Vous avez déjà réussi à mettre la main sur combien de commerçants, de boutiquiers dans le domaine du non-affichage des prix, mais aussi dans le contrôle de ce que j'ai dit par rapport aux questions de céréales? Merci. Je voudrais faire revenir en fait sur l'affichage des prix. En fait, la réglementation oblige les détaillants, seulement les détaillants, à faire donc l'affichage des prix, c'est-à-dire apporter l'information sur le prix aux consommateurs. Tout à fait. C'est une obligation. Ouais. Voilà. Si vous faites un feedback un peu en arrière, vous allez constater qu'en fait qu'il y a eu une augmentation quand même des boutiques qui affichent actuellement les prix. Mais ça, c'est bien sûr l'action des contrôles qui ont amené les gens à le faire. Nous les sanctionnons. Je reviens sur nos opérations que nous avons effectuées au premier semestre 2021. Nous avons contrôlé au total 13 559 au 30 juin. Et nous avons constaté que 444 font des pratiques des prix illicites ou des pratiques assimilables à des prix illicites. Des pratiques assimilables à des prix illicites. C'est-à-dire quoi? L'affichage des prix, par exemple. Lorsque nous sommes dans le contrôle des prix et que le commerçant n'affiche pas les prix, ce fait-là peut être assimilé à une pratique des prix illicites. Et ils sont sanctionnés, continuellement sanctionnés. Et peut-être qu'il faut peut-être aller à la sanction suprême, c'est-à-dire les empêcher de vendre. C'est pas, sinon, que ce soit les sanctions pécuniaires, nous les infligeons à tout moment, à chaque fois que nous contrôlons. Okay. La deuxième question. La deuxième question, rappelez-moi. La deuxième question, c'est sur les gens qui créent d'ailleurs les inflations. C'est-à-dire, monsieur stocke une bonne quantité de céréales et puis, à un moment donné, commence à mettre sur le marché. Merci. Je crois que dans ma première intervention, j'ai évoqué ce cas-là en disant qu'en fait, il est fait obligation. C'est-à-dire, pour faire outrage, nous avons donc pris un arrêté qui fait obligation à chaque commerçant de déclarer son lieu de stockage. Ça, c'est pour en fait empêcher ces actes de spéculation. Si ce n'est pas fait, oui, puisque nous menons des contrôles, si ce n'est pas fait, nous allons découvrir. Et lorsque nous découvrons, ça, ces pratiques-là, c'est des stocks dissimulés. Et des stocks dissimulés, en tout cas à but commercial, ça tombe automatiquement, en tout cas dans le non-respect de la réglementation relative au lieu de stockage. En fait, ma question, c'est est-ce que vous avez pris des gens, des indélicats dans cette affaire-là? Bien sûr. Je vais laisser le coordinateur. Okay. Merci, juge Bougma. Le vérificateur en chef. Effectivement, comme l'a si bien dit, nous avons des dispositions réglementaires qui obligent, en tout cas, les commerçants à déclarer les lieux de stockage. Alors, cette disposition a été prise pour lutter contre, effectivement, les pratiques spéculatives.
Alors aujourd'hui, nous avons, juste à la date d'aujourd'hui, pu mettre la main sur des commerçants, effectivement, qui avaient stocké, qui ont fait venir des céréales depuis Bobo-Dioulasso et qui avaient stocké dans des quartiers périphériques, en tout cas, et à des fins spéculatives. Et dès lors que le constat est fait, je pense qu'on lui fait obligation de faire sortir le stock et pour mettre sur le marché. Et il y a des sanctions aussi, en tout cas, qui sont prises, en tout cas, à l'encontre de ces derniers. Alors, pour l'exportation des céréales, je voudrais rappeler que en 2021, le ministère n'a pas délivré d'autorisation d'exportation des céréales. Depuis 2021, n'a pas été délivré. Alors, vous avez certainement vu le communiqué du ministère, voilà, non, hier, c'est pour rappeler que la délivrance des autorisations est suspendue. La délivrance, il n'y a pas eu de délivrance en 2021. Maintenant, il y a des acteurs qui avaient des autorisations depuis 2020 qui sont en cours de validité. Alors, c'est la suspension de l'utilisation de ces documents-là, de ces autorisations-là, qui a été prononcée pour éviter que les gens en abusent. D'accord. Alors, je reste avec vous. Est-ce que vous faites souvent un tour à la gare du train ou bien aux frontières? Parfois, j'ai l'impression qu'il y a de la farine de maïs, il y a des tonnes de farine de maïs burkinabé qui traversent la frontière malgré que c'est suspendu et que vous l'avez tenu à rappeler hier. Oui, c'est comme je l'ai dit, hein, le contrôle se fait. Le contrôle se fait et actuellement, nous avons intercepté 15 camions. Nous sommes en train de voir. Vous savez, ce n'est souvent pas évident. Quand vous interceptez un camion qui quitte Bobo-Dioulasso, qui traverse Ouagadougou, peut-être que c'est pour aller approvisionner Dori, peut-être que c'est pour aller approvisionner Guibo. Et là, il faut pouvoir suivre ce camion-là jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'effectivement, ça traverse la frontière. Et ce n'est toujours pas évident. Mais les actions... Oui, ce n'est toujours... Problème d'homme ou bien de matériel ou non. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas évident? Oui, parce que nos limites, c'est à l'intérieur des frontières. On n'est pas autorisé à aller hors de Ouagadougou? Non, quand je dis les frontières, pas hors de Ouagadougou. Nous allons hors de Ouagadougou, nous suivons. Et puis, mais le monsieur, s'il dit qu'il part approvisionner Dori, et à 4h ou à 1h, il démarre pour une autre destination. Jusqu'à ce qu'il arrive à la frontière, 24 heures sur 24 alors 24 sur 24, on le fait de temps en temps parce que ce n'est pas évident 24 sur 24 parce que vous n'ignorez pas que les contrôleurs de prix ne sont pas armés, ils n'ont pas de quoi pouvoir se mettre... Monsieur, mais on a une puissance publique qui est là pour l'accompagner. Justement, oui, mais ils se font accompagner, mais ce n'est pas évident de toujours disposer en fait des agents 24 heures sur 24 avec les contrôleurs. Vous connaissez déjà la situation, il y a pas mal de choses à faire et donc ce n'est pas évident. Donc on essaie quand même de faire, mais avec la porosité de nos frontières, et il est bien entendu qu'il y a certains qui arrivent à échapper. Ok, oui, allez-y. Je finis ma dernière série de questions liées au prix. Maintenant, je parle des prix. Il y a un plafond, la loi permet qu'il y a un plafond d'augmentation possible, ou même de, comment on appelle ça, de diminution. C'est-à-dire, je prends un produit dans ma boutique, j'ai dit, bon, on doit vendre à 100 francs, moi je vais vendre à 75 ou à 60 francs, ou bien je vais vendre à 125 francs ou à 150 francs. Alors, je pense que la loi sur la concurrence régule ces choses-là. Mais à partir de combien de pourcentage on estime que vous avez dépassé la barre, soit en haussant ou en baissant? Ok, merci. Nous avons deux types de produits. Il y a des produits qui sont importés et des produits qui sont fabriqués au niveau national. Voilà. Et pour les produits importés qui sont soumis à la réglementation des prix, parce que ce n'est pas tous les produits qui sont soumis à la réglementation des prix, nous sommes dans un régime de libre concurrence. Voilà. Mais malgré, quand même, pour certains prix, le ministre du Commerce peut fixer, après avis bien sûr de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Voilà. Donc pour ces produits qui sont importés, les prix sont fixés
par an, soit par voie directe, c'est-à-dire en fixant directement le prix, ou par marge bénéficiaire. En ce qui concerne donc les produits périmés, à notre niveau actuellement, c'est une marge bénéficiaire qu'on donne. Et donc, quand vous amenez le produit, vous déterminez en fait le prix de revient de la marchandise, vous appliquez la marge, et le détaillant, c'est-à-dire que la marge, il y a une remise donc, qui est accordée au détaillant. Dans ce taux-là, il y a une remise qui est accordée au détaillant. Et le détaillant ne peut pas dépasser ses prix. Je dis bien, c'est le plafond, c'est-à-dire c'est le plafond. Il peut diminuer. Vous avez posé une question qui est très importante, parce que quand il diminue le prix, il ne doit pas aussi le vendre à perte. Parce que la vente à perte aussi est une infraction, voilà, au regard donc des règles de la concurrence. Donc pour les produits de fabrication locale, les prix sont directement fixés. Parce que nous maîtrisons avec les usines, les producteurs qui sont sur place, on arrive à maîtriser en fait le coût de revient, les facteurs de production, etc. Nous fixons directement ces prix. Et ces prix-là s'entendent des prix plafonds aussi. On peut diminuer, on peut vendre en deçà de ces prix, mais pas au-delà. Mais est-ce qu'il y a une marge d'augmentation? Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que je prends un produit qui coûte 100 francs. Selon ce que vous dites que il y a pour les produits fabriqués sur place, oui, il y a des prix. Maintenant, est-ce qu'il est autorisé à aller au-delà? Parce qu'au début, vous avez fait le point des augmentations. Il y a des produits qui sont à 17% d'augmentation. Il y en a qui sont à 27% d'augmentation. Alors, là, est-ce qu'il y a une norme à ne pas dépasser ou bien on augmente ou on baisse comme... Merci. Ça, c'est le cas des céréales locales. Oui. Et pour le cas spécifique des céréales locales, les prix ne sont pas soumis donc, au contrôle. Les prix ne sont pas fixés, mais ces produits-là sont soumis au contrôle. Okay. Et actuellement, nous avons déjà lancé le processus de fixation des prix de ces céréales-là. Et dès lors que ces prix seront fixés, vous verrez que, en fait, même s'il y a des augmentations, ces augmentations-là doivent, en fait, rester dans l'intervalle. Alors, Monsieur Bila, il y a le volet répression pour dissuader justement les commerçants indélicats. Pour le cas du Burkina Faso, qu'est-ce que la loi dit en termes de sanctions? Parce qu'un commerçant qui fait la fraude et qui peut engranger des millions et qui en face doit payer peut-être 10 000 ou 100 000, c'est assez tentant. Qu'est-ce qu'on a en termes de chiffres pour dissuader aujourd'hui les commerçants véreux, comme vous l'avez dit? Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, notre réglementation prévoit des sanctions qui peuvent être des sanctions pécuniaires ou des sanctions privatives de liberté et en cas, en tout cas, de fraude. Alors, il faut dire que ces sanctions vont de 500 000 francs à 500 millions. Donc, vous voyez déjà, quelqu'un qui pratique de la fraude ne peut pas payer 100 000, ne peut pas payer 400 000. Le minimum, c'est 500 000 jusqu'à 500 millions. Alors, donc, lors des contrôles, effectivement, des sanctions, en tout cas, ces sanctions-là sont prises à l'encontre de ces commerçants. Et tout dernièrement, nous avons publié, en tout cas, ce que nous avons pu faire comme travail pour le second trimestre. Alors, il y a eu plus de 220 millions, en tout cas, d'amendes qui ont été collectées, en tout cas, pour le budget de l'État, au titre des sanctions. Oui, je vais. Moi, j'ai d'autres questions comme ça, parce que aujourd'hui, c'est vrai que vous faites il y a le contrôle terrain que vous faites et tout, mais le terrain maintenant, ce n'est pas seulement physique, il est aussi des fois digital. Et il faut reconnaître que la plupart des vendeurs ont leur prolongement sur les réseaux et tout. Vous avez des spécificités là-dessus? Ou bien vous, sur ce chapitre-là, vous n'intervenez pas? Oui, et nous suivons, comme tout le monde d'ailleurs, en tout cas, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, comme c'est des plateformes de commercialisation, de promotion de produits, et ça nous permet, en tout cas, à travers ces plateformes-là, de remonter souvent à des magasins, à des commerces dont on ignorait en fait l'existence ou qui viennent en tout cas de se créer. Et ça nous permet en tout cas d'aller vérifier en tout cas un certain nombre de faits à ce niveau. Mais là-dessus, on ne peut rien constater en termes d'infraction là-bas. C'est-à-dire que même si je veux dire que c'est le prolongement officiel
d'un commerce et que les prix ou ce qui est appliqué là-bas ne respecte pas les textes, vous ne pouvez pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Si on vous dit que le riz 25% brisure est vendu à 16 000 francs, et vous avez une plateforme qui est, comme vous le dites, qui est le prolongement en fait de votre commerce, et que nous sentons que vous publiez que vous vendez le riz à 17 000, 18 000, naturellement, en tout cas, on va se donner les moyens de vous interpeller et puis, en tout cas, appliquer la sanction qui s'y est. Alors, ça dit au quartier, un citoyen qui rentre dans une boutique, il va y a des pratiques anormales, il va à une boutique ou bien un magasin de stockage, il voit que c'est illicite, c'est suspect. Comment il fait la dénonciation? Il démarre son agent au ministère du Commerce ou bien il dénonce auprès de vous? C'est parce qu'il y a aussi des citoyens qui vous disent, mais nous-mêmes, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut les avoir. Parce qu'ils sont en haut. Nous, on ne sait même pas au niveau du marché à qui s'adresser. Celui qui collecte des taxes, ou bien à qui on doit s'adresser pour ça. C'est ça aussi l'accessibilité des services de contrôle. Je pense que dans mes propos, j'ai évoqué en tout cas la communication à l'endroit en fait, des consommateurs. C'est justement pour leur dire comment ils peuvent en tout cas saisir les structures de contrôle lorsqu'ils constatent en tout cas certaines pratiques illicites. Donc nous avons des numéros verts, en tout cas qui sont mis à la disposition des populations, notamment le 80 00 11 84, 80 00 11 85 et 80 00 11 86. Et ce numéro, les gens l'utilisent régulièrement. Nous recevons régulièrement des plaintes, que ce soit à Ouagadougou ou dans les autres localités. Et il y a des agents qui sont en tout cas désignés pour le suivi en tout cas de ces plaintes-là. Il y a la possibilité aussi de se déplacer. Et pour ceux, d'autres le font, ils viennent dans nos locaux pour en tout cas dénoncer en tout cas certaines pratiques. En tout cas, l'anonymat est garanti. Voilà, nous n'avons pas besoin de l'identité de la personne, mais de plus de précision par rapport à la localisation en fait du commerce concerné. Alors, Monsieur Dolcom, on a fait le tour de la question, on a fait le diagnostic et énuméré un peu les causes de cette augmentation-là. Oui. Mais ce qui intéresse certainement les téléspectateurs, c'est qu'est-ce qui est fait pour que les prix baissent. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues actuellement pour que les prix reviennent peut-être à la normale ou diminuent? Merci. Effectivement, il y a des actions qui sont déjà en cours pour atténuer ces effets et pour réduire bien sûr le coût de la vie. En fait, il s'agit bien sûr de l'approvisionnement des magasins donc de la SONAGES en stock suffisant. Aussi bien sûr de l'ouverture de boutiques témoins dans toutes les régions. En tout cas, à raison de 2 boutiques par province. Et on peut sentir les effets à partir de quand? Oui, en fait, c'est dans les jours qui suivent. D'accord. Dans les jours qui suivent. Juste Bougma? Non, il nous revient qu'une huile qui est produite sur place, dont le coût a augmenté, et d'ailleurs, ça manque. Est-ce que vous avez été au courant? Qui est produite sur place? Oui. Les huiles de production locale? Oui. Les prix sont fixés. Oui, mais il nous revient que le prix a augmenté. Le prix a augmenté dans quel sens? Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le prix? Je pense que le juge Bouma veut parler de l'huile Savoie, oui. Voilà, qui est produite par la SNCTEC. Et effectivement, il y a eu une légère augmentation au niveau de la SNCTEC parce qu'il y a eu une augmentation en fait de la matière première. Ah, de la matière première. La graine de coton a connu effectivement une légère augmentation au regard des difficultés que nous connaissons. Et donc la SNCTEC, naturellement, voilà, procède à une légère augmentation. Et malheureusement, cette légère augmentation est différemment appréciée au niveau des distributeurs. Donc vous verrez que, comme vous l'avez si bien dit, on a parfois des commerçants verrés qui, lorsqu'il y a une petite augmentation, même si c'est 5 francs, ils veulent toujours en profiter. Voilà, sinon, effectivement, nous constatons cette situation. Ça manque pas de disparu des rayons, mais en tout cas, il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas plus à en avoir parce que ce n'est plus produit ou bien les gens refusent de payer, les commerçants refusent de payer. Cette augmentation n'a pas une influence, bien sûr, sur le prix, peut-être à la consommation, mais la borne, c'est-à-dire le prix plafond dont je le disais tantôt, comme c'est un produit de fabrication locale, n'a pas été franchi.
C'est-à-dire que la fourchette, le prix là reste toujours dans la fourchette. C'est-à-dire que la société, au début, au moment où on fixait les prix, n'a pas pris en fait le prix plafond qu'on lui avait donc autorisé. Voilà. Donc, effectivement, quand il y a une augmentation, ça va se répercuter, bien sûr, sur les prix à la consommation, mais le plafond n'a pas été franchi. Merci, M. Doulkom. Alors, avec vous, nous avons parlé justement de la hausse des prix de certains produits de grande consommation, les causes et qu'est-ce que le gouvernement envisage justement pour atténuer la situation. Et comme je l'ai dit, une fois n'est pas coutume, pour notre convocation du jour, nous avons eu 2 personnes à la barre. Moumouni Doulkom, directeur général de la réglementation et du contrôle des prix. On a eu également Yacouba Bila. Alors, vous êtes coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de répression des prix. Merci d'être passé au tribunal de l'actualité. Merci, monsieur les juges, pour ces clés de lecture et également pour ces analyses sur cette question-là, en tout cas qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On se dit rendez-vous demain pour faire la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles aux médias leaders Truth TV et Watt FM.